et je démarre quand vous le souhaitez. C'est bon, vous pouvez. Merci, Monsieur Gadret. Vous êtes en direct. Bonjour à tous, désolé pour ce retard, on a été victime de difficultés informatiques pour connecter la réunion, mais ça valait le coup d'attendre, vous verrez. Notre invité aujourd'hui dans ce nouveau mardi de la commission intelligence artificielle des Hospices civils de Lyon, c'est Élodie Giroux, qui est professeure de philosophie à l'université Lyon 3 et qui travaille beaucoup, bien sûr, sur les questions de santé. Et donc, Élodie a gentiment accepté de nous faire un petit topo sur les enjeux épistémologiques et éthiques de l'intelligence artificielle en santé. C'est bien sûr des questions qui nous intéressent particulièrement dans le cadre de ce séminaire. Élodie, je te remercie, et notamment en raison des grosses difficultés techniques qu'on a eues à lancer cette conférence, mais maintenant, on est bien et on peut t'écouter. Merci, Élodie. Merci beaucoup, Pierre. J'espère que maintenant, ça va s'en suivre tranquillement. J'imagine que tu viens de me dire qu'on pouvait maintenir 1 heure. Oui, bien sûr. Et j'ai oublié de dire que les questions étaient possibles sur le chat. Alors, comme je vais passer tes diapos, je les verrai seulement à la fin, mais n'hésitez pas à poser vos questions pour l'assistance. Voilà, tu peux passer la diapo. Donc, effectivement, le propos d'aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que vous avez déjà entendu, notamment sur les enjeux éthiques, mais je vais me centrer surtout sur les enjeux épistémologiques. L'IA est souvent présentée comme une révolution technologique, cognitive, épistémologique. Il est même question de changement de paradigme. Donc, je voudrais poser la question justement de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que l'épistémologie peut dire d'éventuels changements qui sont annoncés et quelles sont ces promesses. Alors, je veux bien que tu passes la diapo. Pour vous présenter en quelques mots ce que la philosophie des sciences peut apporter sur ces questions, la philosophie des sciences peut développer une forme d'épistémologie critique, en tout cas en questionnant les présupposés, les concepts et les promesses des sciences. Elle s'appuie notamment sur l'analyse conceptuelle, mais pas seulement, le raisonnement argumentatif, et puis peut s'enrichir d'une perspective historique pour ce faire. Alors, il me semble important dans ce contexte-là de l'intelligence artificielle d'avoir un regard critique, puisque les discours disruptifs sont fortement présents et jouent un rôle important autour de l'innovation. Alors, toute une sociologie s'est développée pour analyser l'économie de la promesse dans les innovations technologiques. Il y a bien sûr une dimension marketing, mais pas seulement, qui structure aussi les savoirs. Et il importe de se souvenir qu'effectivement, le progrès n'est pas forcément, l'innovation n'est pas forcément associée à un progrès, et qu'on pourrait même dire que l'innovation insiste plutôt sur le discours sur l'innovation, autour de l'innovation insiste surtout sur la rupture, alors que le progrès pourrait plutôt sous-entendre une certaine continuité. En tout cas, par rapport à la question de la révolution, d'un changement de paradigme, cela fait référence en philosophie des sciences à Thomas Kuhn, qui a introduit cette notion, mais avec un sens très fort, et avec dans le sens où il y a un changement de paradigme repose sur une autre vision du monde, ou instaure une autre vision du monde. Il n'est pas, sans doute pas, en tout cas, la notion telle qu'elle est introduite par Kuhn renvoie à un changement qui est plutôt rare et qui advient surtout quand il y a une crise importante de l'ancien paradigme. Donc, il serait important de comprendre quel est l'ancien paradigme qui serait en crise, si c'est un nouveau qui advient. Donc, Kuhn, effectivement, la référence classique, c'est cette révolution copernicienne. On est passé du géocentrisme à l'héliocentrisme. C'est pour ce grand changement que Kuhn théorise cette notion de paradigme et de révolution scientifique. Et l'idée centrale chez Kuhn, c'est que le nouveau paradigme doit résoudre plus d'énigmes que l'ancien. Donc, il n'est sans doute pas si sûr que cela, que la prétendue révolution de l'intelligence artificielle soit si disruptive et surtout modifiant que cela notre rapport au monde. Il y a en tout cas une continuité et une histoire des technologies associées à l'IA, on le verra en tout cas autour des systèmes experts. Tu peux passer la diapo, Pierre, et même la suivante. Donc effectivement, la question qui se pose, c'est en fait, ce discours disruptif, il est surtout associé et surtout dû au fait que la dimension, à la dimension fantasmatique
et à la science-fiction qui sont associées à l'intelligence artificielle. Et on peut se poser la question, bon, pourquoi autant de fantasmes autour de l'intelligence artificielle? C'est sans doute que cela touche à l'intelligence et à la conscience, qui est sans doute le propre de l'homme. En tout cas, c'est une question. Et puis, les enjeux aussi de toute la science-fiction qui s'est développée autour de l'idée que la machine pourrait remplacer l'humain et même le dépasser, prendre le pouvoir sur lui. Donc, ça rejoint les enjeux de rivalité homme-machine qui ont souvent été présents pour structurer cette question. Et puis, il y a beaucoup d'enjeux autour du réductionnisme. Est-ce qu'on peut réduire la pensée humaine à un algorithme? Est-ce qu'on peut réduire l'homme à une machine? Il y a aussi des liens avec le transhumanisme, mais tout ça, enfin, par rapport à toutes ces questions, je passe assez vite. L'idée, c'est vraiment de vous parler des enjeux épistémologiques. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'évoquer le fait, l'importance de faire la part entre les promesses, les fantasmes et la réalité. Diapo suivante. Alors, au niveau peut-être très rapidement aussi, toujours en introduction, l'expression intelligence artificielle mérite interrogation. Peut-être que cette expression a été choisie à dessein parce qu'elle est plus séduisante que peut-être science et technologie du traitement de l'information. En tout cas, la comparaison avec l'intelligence est sans doute illusoire, comme c'est notifié dans un rapport de l'INSERM. Malgré les énormes capacités de calcul offertes par les ordinateurs actuels, aucune application existante ne peut s'afficher comme réellement intelligente. Elle devrait pour cela être multitâche et capable de réagir correctement dans des situations non prévisibles et non préprogrammées. On est encore très loin du compte. Alors, sans doute que le choix du mot intelligence repose sur une forme d'anthropomorphisme essentialiste qui a certainement contribué du coup à soulever un certain nombre de peurs et à nourrir la science-fiction et l'idée de rivalité plutôt que de complémentarité entre l'homme et la machine. Alors, certains proposent de peut-être, tout en gardant intelligence, de parler à minima d'intelligence plutôt augmentée que d'intelligence artificielle ou d'intelligence apparente. Mais bon, effectivement, ici, l'enjeu, c'est vraiment sur la notion d'intelligence et la pertinence de cette appellation, mais je ne veux pas non plus développer ça, c'est vraiment toujours un propos introductif pour vous dire aussi ce que la philosophie peut apporter en questionnant simplement déjà des concepts tels qu'ils sont utilisés. Diapo suivante. Concernant donc, tu peux aussi passer à la diapo suivante. Ce qu'on entend par IA est flou et surtout très divers. Donc, il y a cette distinction qu'on trouve souvent entre IA forte et IA faible, mais on va le voir sur tout ce qui est l'évolution de l'IA aujourd'hui et son caractère disruptif est avant tout associé à l'apprentissage automatique. Et il y a divers types d'apprentissage automatique, ceux qui utilisent la logique, qui sont des approches dites symboliques, donc qui sont plutôt anciennes, j'y reviendrai dans un instant, et puis les approches dites numériques qui, elles, reposent sur des données, et en particulier les approches qui reposent sur l'apprentissage donc profond, lui-même s'inspirant du fonctionnement cérébral, la simulation d'un réseau de neurones. Alors, diapo suivante, la question de la nouveauté de l'intelligence artificielle fait bien sûr débat et il y a plutôt tendance chez les épistémologues et historiens à souligner le fait que tout ça repose sur une histoire ancienne. Certes, la notion même l'idée de réseau de neurones artificiels peut remonter aux années 40. Le terme remonterait, en tout cas d'après le rapport du Sénat qui a bien rappelé tout ça, remonterait à 1956, mais en tout cas, bon, la question de l'origine du terme n'est pas la plus importante. En tout cas, il y a eu dans les années 60 des approches symboliques, puis dans les années 80, un enthousiasme renouvelé autour des systèmes experts et de leur usage, en particulier en médecine, pour l'aide au diagnostic. Et puis, on peut dire que depuis les années 80, on a assisté à une accélération du développement de l'apprentissage automatique et des approches numériques, donc non plus symboliques, mais avant tout numériques, et l'essor du coup de cet apprentissage profond qui est associé avec l'augmentation de la puissance des ordinateurs et de la disponibilité de données massives. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on assiste à une amélioration de la qualité des algorithmes de reconnaissance.
Donc tout ça, c'est avant tout pour insister dans cette introduction au lien très étroit aujourd'hui entre ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et le recueil, la capacité de recueil de données massives. Diapo suivante. Concernant donc les promesses de l'intelligence artificielle en médecine, on a différents domaines d'application qu'on peut rassembler de manière sans doute pas complètement exhaustive, mais autour de la médecine prédictive, mais aussi de la médecine de précision, avec les enjeux donc de recommandation de traitement personnalisé. L'aide à la décision, les robots compagnons, la chirurgie assistée par ordinateur, la prévention aussi en population générale avec les enjeux de pharmacovigilance et de prédiction d'épidémies. Mais aujourd'hui, on peut dire que les applications essentielles sont assez limitées et elles concernent surtout les domaines fondés sur la reconnaissance de schémas, donc la radiologie, la dermatologie et la pathologie, et puis des applications dans le cadre donc, de pronostics plus précis comme dans l'oncologie, ou les approches de précision en général. Les avantages attendus sont ceux de décisions qui seraient moins biaisées grâce à l'usage de ces algorithmes, qui seraient donc plus rapides, plus précis et qui reposeraient sur plus de variables prises en compte pour le patient. La question, c'est bien celle de savoir si ces avantages sont ceux qu'on dit et si oui, est-ce qu'ils sont vraiment des avantages pour la santé? C'est-à-dire, vont-ils vraiment améliorer la santé humaine et la prise en charge de la santé humaine? Diapo suivante. Ce que je me propose avant tout d'examiner avec vous là maintenant, c'est de savoir si on assiste à un changement d'épistémologie, en particulier vers une approche qui serait dirigée par les données. Puisque c'est ce qu'il est. Je vous ai montré que c'est. Enfin, je viens de souligner que c'est surtout cette importance des données qui change et qui est peut-être disruptif dans cette aventure. Diapo suivante. Alors, mon propos va se dérouler, je ne vais sans doute pas avoir le temps de tout dérouler, notamment la troisième partie. Je pense que vous avez déjà abordé peut-être ces enjeux éthiques dans d'autres contextes. Je vais me concentrer surtout sur la première et la deuxième, sur donc la question de savoir si on a une nouvelle épistémologie qui serait donc data-driven, orientée par les données. Diapo suivante. Donc, ce qu'on dit de l'épistémologie qui serait nouvelle et associée à cette intelligence artificielle, c'est que donc, ce serait une épistémologie orientée par les données. Alors, les avantages d'une telle épistémologie, c'est qu'elle serait neutre, dépourvue de biais, dépourvue d'hypothèses a priori. C'est donc l'idée que la nature parle d'elle-même. Et derrière, il y a cette idée du coup d'une science, on reviendrait à une science de la découverte, enfin, on mettrait en avant une science de la découverte plutôt qu'une science de l'hypothèse, des expressions qu'on retrouve dans la littérature. Tout cela nous rappelle, en tout cas en philosophie et en histoire des sciences, ce retour d'un vieil idéal inductiviste naïf, qui a été largement critiqué depuis des années, avec cette idée donc, que la science empirique reposerait sur une démarche inductive dans laquelle la base empirique est première, donc c'est la donnée qui serait elle-même neutre et objective, et c'est ce qui fonderait et garantirait l'autorité et l'objectivité de la science. Donc on a au fondement de cette conception de l'inductivisme Francis Bacon au XVIIe siècle, puis ensuite la méthode inductive de Newton, qui insiste sur le fait qu'il ne feint pas d'hypothèse dans sa démarche, il ne formule pas d'hypothèse a priori, il observe la nature et il essaye de comprendre sans interférer avec elle. Donc, cette idée selon laquelle la nature et les données parleraient sans qu'on interfère, sans que le sujet connaissant interfère avec l'objet à connaître. Diapo suivante. Il y a aussi cette idée d'une épistémologie donc, qui conduirait à relativiser la causalité, le fait d'être orienté par les données, conduirait donc à reléguer à un second plan la question de la causalité.
Chini et Hübscher, dans un article de 2019, souligne qu'effectivement, ces approches de données massives et d'apprentissage machine négligent donc le raisonnement causal, préférant interroger les données sans référence à une structure causale. Donc ça reviendrait effectivement à considérer que la question de l'identification de corrélation est suffisante. La connaissance causale ne serait donc pas nécessaire pour l'exploitation de ces données massives. Et la prédiction aussi se retrouve souvent au centre, mise en avant plus que la notion d'explication. Elle pourrait se faire indépendamment donc de la connaissance causale et serait plus utile qu'elle pour contrôler les phénomènes. Donc, les promesses, en effet, de l'intelligence artificielle concernent avant tout un gain en termes de prédiction. Je reviendrai tout à l'heure sur cette question de la place qui est faite, enfin en tout cas de l'espoir, de l'idée, pardon, que les défenseurs de l'IA, enfin, excusez-moi, je reformule les choses, la façon dont les défenseurs de l'IA ont tendance à effectivement reléguer au second plan la question de la recherche causale. Et puis, dernier aspect associé à cette épistémologie qui serait nouvelle et qui serait disruptive, c'est le fait que les données massives pourraient dépasser l'accès et le recueil de données massives pourraient nous permettre de dépasser la logique traditionnelle. Nous n'aurions pas besoin de justification, ni d'explication, ni même d'explication avec les algorithmes. On peut se poser la question, on le verra un petit peu si j'ai le temps dans la dernière partie, de savoir s'il s'agit d'un avantage ou plutôt finalement d'un gros inconvénient. On touche ici justement au problème dit de l'explicabilité. Mais on trouve dans la littérature cette idée qu'effectivement, selon laquelle l'avantage de ces données massives, c'est justement de nous introduire un nouveau type de logique, de se passer de la logique traditionnelle. Diapo suivant. Donc j'en arrive à ma deuxième partie pour critiquer justement cette idée que je viens de vous brosser à gros traits d'une science orientée par les données. Alors tout d'abord, la donnée pure, l'idée d'une donnée pure est un mythe. En fait, c'est vrai qu'il semble bien, en tout cas quand le philosophe des sciences, l'épistémologue s'intéresse à ces prétentions, il apparaît que les données massives et l'intelligence artificielle font fantasmer finalement sur fond d'une vision positiviste de la science qui a été largement dépassée et critiquée. Et depuis effectivement un siècle quasiment, des philosophes des sciences comme Pierre Duhem ou Karl Popper, mais aussi Thomas Kuhn, qu'on a déjà évoqué, critiquent cette idée de données pures et parlent plutôt au contraire de charge théorique de la donnée. De fait, le recueil de données n'est jamais neutre, il dépend des dispositifs technologiques utilisés. Il dépend pour la collecte, il repose sur des valeurs, sur des théories préalables qui guident et qui filtrent, qui classent, mais aussi qui trient ces données. Et le stockage lui-même et la manière de formater les données reposent sur des préalables, des présupposés, et conditionnent aussi du coup leur interprétation. Donc, Pierre Duhem avait bien montré dans son analyse de la physique, dans son ouvrage de 1906, la physique, sur la physique, il avait bien montré que les données en physique, en sciences physiques, étaient nécessairement toujours, pour être décrites, reposaient toujours sur une interprétation et requéraient toujours une théorie d'arrière-plan. Et il faut aussi souligner que les infrastructures de recueil de données, qui sont centrales dans ce contexte de recueil de données massives, sont liées à un pouvoir économique. On peut évoquer simplement les GAFA derrière tout ça. Et effectivement, on voit bien ici que le recueil n'est pas neutre, puisque de toute façon, il repose aussi sur des infrastructures qui elles-mêmes dépendent d'un pouvoir économique. Donc le risque aussi est celui de reproduire finalement et de renforcer des discriminations avec les algorithmes d'intelligence artificielle.
Alors, vous connaissez sans doute cet exemple, hein, il y en a plein d'autres, mais le chatbot Tay de Microsoft, en avril 2016, c'est un chatbot qui était censé discuter avec des adolescents sur les réseaux sociaux, et en fait, en 24 heures, il apprend à tenir des propos racistes. Donc tout ça pour dire que finalement, les machines ne nous affranchissent pas des dogmes, des préjugés ou des idéologies, elles les reconduisent. Surtout si justement elles sont orientées par les données. Et c'est ce qui conduit une philosophe qui s'est spécialisée dans l'analyse du recueil des données, Sabina Leonelli, et qui, suite à d'autres philosophes, défend l'idée qu'il convient d'adopter une conception relationnelle des données plutôt que la représentation du sens commun, en fait, qui est plutôt une représentation, enfin une conception qu'on peut appeler représentationnelle de la donnée, c'est-à-dire l'idée que la donnée scientifique serait, ou la donnée d'observation serait un reflet du réel. Alors que donc la conception relationnelle de la donnée s'inscrit dans une construction, montre que toute donnée s'inscrit dans une construction épistémique et n'a de sens finalement qu'en relation à un contexte, à un projet de recherche, des instruments, des intentions d'usage. Alors que la conception représentationnelle, qui est celle du sens commun finalement, présuppose que la donnée est un parfait reflet du réel. Diapo suivante. On peut illustrer cette question à partir de l'exemple du cancer. Pour finalement, l'objet de la recherche va toujours dépendre de l'intérêt qu'un chercheur a. Alors, en fonction de sa discipline et de sa spécialité. Un biologiste moléculaire va plus s'intéresser à un gène particulier impliqué dans la tumeur. Un chercheur clinique va, lui, plutôt s'intéresser à la question de la survie globale et qu'il va considérer comme un endpoint clinique dans un essai clinique randomisé. Et puis un chercheur en santé publique va plutôt s'intéresser aux déterminants sociaux comme source des inégalités des inégalités en santé. Donc l'objet de recherche va reposer lui-même sur des intérêts, des choix, des valeurs, des disciplines elles-mêmes orientées, mais aussi ce qu'on considère comme une observation, et donc de manière plus forte ici, on voit que les valeurs contextuelles jouent un rôle dans la démarche scientifique. Ce qu'on va considérer comme une observation ou même un effet significatif, à retenir comme une observation pertinente, dépend en fait du contexte épistémique. Aujourd'hui, en oncologie, on tend à se focaliser de manière dominante sur les données omiques ou moléculaires en général, et à promouvoir une vision assez réductionniste de la maladie, finalement, comme en tout cas essentiellement liée à ce niveau moléculaire, négligeant certainement d'autres facteurs plutôt structurels ou environnementaux. Et il y a ici des hypothèses qui sont implicites dans la structuration des données et la manière dont on les analyse. Bien sûr que l'étude sur l'échelle du génome entier, comme cela est fait dans le cadre du séquençage du génome, cela se fait sur la base d'hypothèses qui concernent des déterminants génétiques de maladies complexes, et ce sont des études sur un nombre minimal de marqueurs. Il y a donc bel et bien ici sous-jacentes des hypothèses qui sont implicites. Diapo suivante. Alors, est-ce que c'est une science orientée par les données? Pour résumer ce que je viens d'essayer de dire, on peut se poser la question si finalement cela a un sens d'opposer, comme on l'a vu en tout début, l'idée d'une science de la découverte versus une science de l'hypothèse, d'opposer la formulation d'hypothèses à donc cette méthode qui serait data-driven ou orientée par les données. Finalement, on voit bien qu'on accumule très rarement des données sans finalité ou ou direction sous-jacente. De fait, dans un domaine de recherche contre le cancer, comme dans la cancérologie, on a des consortiums qui sont en place à partir de directions de recherche choisies préalablement. Donc on accumule
que très rarement des données sans finalité ou sans orientation sous-jacente. En cela, on peut bien arguer que le big data ou les données massives, le recueil de données massives n'est pas un changement de paradigme, en tout cas en recherche biomédicale. Néanmoins, il reste pertinent de distinguer une approche qu'on pourrait dire plus théorie centrée et d'une approche qui serait plus donnée centrée. L'approche théorie centrée, la donnée dans cette approche-là sert uniquement à confirmer ou à prouver une hypothèse, qui reste le cœur de la recherche. C'est vraiment la conception qu'on dit justificationniste de la connaissance, ou ce qui est le garant finalement de l'objectivité dans la conception, même la conception popperienne de la science, avec la place qu'il fait au test négatif, à la réfutation. Le test joue un rôle central, et donc la donnée est là pour confirmer ou réfuter une hypothèse. Et c'est le centre de la démarche scientifique et le garant de la preuve et de l'objectivité. Dans la démarche qui prend de la place aujourd'hui avec l'importance prise par le recueil de données massives, on pourrait parler d'une recherche plus données centrée ou centrée sur la donnée, et la donnée, dans ce contexte, acquiert effectivement une valeur de connaissance pour elle-même et prend une place de première importance. En ce sens, on pourrait dire qu'on assiste à une réévaluation de la potentialité des données à générer de la connaissance. Ces données ont une valeur scientifique indépendamment finalement de leur rôle de preuve pour une hypothèse déterminée. Mais voilà, sans doute, on peut... Enfin, plutôt que d'avoir une dichotomie très claire entre effectivement deux types d'épistémologie, il est sans doute préférable de peut-être dire qu'il y a une orientation ou un poids plus important donné à la donnée que simplement dire qu'on est passé à un nouveau paradigme épistémologique. Donc effectivement, le datacentrisme n'est pas la mort de la théorie, au sens où on l'avait bien vu, les données sont produites en lien avec des attentes précises et des conjectures conceptuelles. Diapo suivante. Un autre mythe, outre le mythe de la donnée pure, c'est le mythe de la quantité, qui est donc un mythe associé au recueil de données massives, et à l'idée qu'elle pourrait être en soi une nouvelle source de connaissances et un nouveau type d'épistémologie. Derrière, il y a finalement cette illusion selon laquelle la grande quantité pallierait à la représentativité et à la précision. Dans les faits, nous voyons bien que les données recueillies sont essentiellement des données recueillies sur des classes moyennes, et surtout, quoi qu'il en soit, la quantité ne supprime pas le problème de la représentativité. Et c'est ce qu'on a tendance à oublier. Par ailleurs, il y a tout le problème des données qui sont difficiles à numériser. Et en ce sens, il y a une forme d'invisibilisation de certains aspects liés à l'étiologie des maladies, et aussi une vision du coup qui sera toujours très partielle de la réalité. On peut parler d'une forme de mystification en ce sens-là, puisque les données sont toujours partielles et décontextualisées. Et il y a, comme le souligne à juste titre le Conseil national de l'ordre des médecins dans un rapport dédié à l'intelligence artificielle, il y a ce risque finalement de travailler sur un reflet appauvri, donc je le cite, voire déformé de la réalité, d'être confronté à des espaces de non-cohérence entre savoirs, compte tenu de l'hétérogénéité des données, et de conforter ce qui est déjà connu, en s'affranchissant des hypothèses et des connaissances disponibles. Et puis, il y a effectivement ce mythe, qu'on a vu, mythe de la donnée pure, mythe de la quantité, mais aussi le mythe d'une science biomédicale sans modèle de causalité. De fait, l'absence de structure causale, en fait, limite l'interprétation des données. C'est ce sur quoi, diapo suivante, insiste beaucoup Judea Pearl dans The Book of Why, dans lequel il s'en prend justement à cette ère dans laquelle les données massives seraient la solution à tous nos problèmes. Il souligne, je ne vais pas lire tout l'extrait, mais il souligne le fait que
il nous dit, ce que j'ai surligné en rouge, hein, qu'il espère qu'avec ce livre, il va convaincre que les données sont profondément idiotes, hein, qu'effectivement, en elles-mêmes, elles ne peuvent pas nous dire grand-chose, et que la conscience, même si nous avons conscience du besoin de modèles causal, il reste que, d'après lui, de nombreux chercheurs en intelligence artificielle aimeraient bien finalement se passer de cette étape qu'ils jugent difficile, en fait, de construire et d'acquérir, de développer un modèle causal, et du coup de pouvoir se reposer finalement uniquement sur des données pour toutes les tâches cognitives. Et donc on aimerait pouvoir faire cela, mais il le souligne, hein, c'est la dernière phrase, hein, l'espoir est à présent donc est absolument silencieux, en fait, absent, et que les données elles-mêmes, hein, guideraient finalement, donneraient la bonne réponse, quelle que soit finalement la question causale qui serait sous-jacente ou qui pourrait être posée. Alors, la notion de cause a été très longtemps au centre de la recherche scientifique, hein, même si elle a été justement critiquée, remplacée par la notion de loi dans le cadre du positivisme conscient, mais aussi du positivisme logique. De fait, elle a été reléguée à la suite de la critique aussi qu'en a fait le philosophe Hume, hein, qui considérait que la causalité au sens de connexion nécessaire n'est pas observable. Mais depuis plusieurs années, cette notion de cause est revenue au devant de la scène. Il apparaît que la réduction à une loi, hein, de la cause, la réduction nomologique de la cause apparaît insuffisante pour la recherche, et en particulier dans le domaine de la biologie et de la médecine, qui se révèlent être des domaines dans lesquels la réflexion causale est importante, et que la notion de régularité est donc insuffisante, hein, et ne rend pas finalement pleinement compte de nos intuitions sur la causalité. Du coup, depuis, un certain nombre de conceptions de la causalité ont été développées et qui sont probabilistes ou contrefactuelles. Du coup, les défenseurs, on peut dire, de l'intelligence artificielle, s'ils considèrent qu'on pourrait se passer de cette recherche causale dans la science, et que la corrélation devrait suffire, il semble plutôt que c'est un retour en arrière, hein, par rapport à un débat historique sur ce sujet. C'est une remarque sur cette question, hein, de savoir si effectivement, la deuxième diapo, hein, je posais la question, est-ce que c'est une révolution ou un retour en arrière? En tout cas, sur cette question de la causalité, les choses sont nettement plus compliquées que l'idée de se passer complètement de modèles de causalité. Je vois qu'il est 12h45, soit je vous dis quelques mots très rapidement de la dernière partie, donc c'est la diapo suivante, Pierre, soit je laisse place à des questions. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre. Écoute, je vais te laisser continuer parce que du fait des problèmes de connexion, je ne suis pas sûr que les gens aient pu se connecter, donc c'est pas grave, la conférence est enregistrée, mais le mieux c'est que tu continues et puis Ok. qu'on écoute sur cette troisième partie. D'accord. En fait, oui, il n'y a pas de gens associés apparemment, c'est ça? Je sais pas, mais j'ai eu des mails de gens qui me disaient qu'ils n'arrivaient pas à se connecter. Oui, effectivement, comme on a changé de lien, il n'a pas dû... Bon. Mais de toute façon, les vidéos sont enregistrées. J'espère, Monsieur Gadret, que vous l'avez bien enregistré. Oui, je vous confirme, Monsieur Sujobert. Donc, Event, ça s'enregistre par défaut. C'est parfait. Du coup, après, on a c'est visionné essentiellement sur YouTube, sur la chaîne YouTube des HCL. Donc, je te propose de continuer parce que Ok, d'accord, puisqu'il n'y aura pas de questions de toute façon. Moi, j'en ai plein, hein, mais il n'y aura pas de questions du public, non, parce que le public est virtuel. Ça marche. Je suis vraiment désolé, Elodie. Mais... Écoute, c'est comme ça, hein, déjà, ouais. Bon, on peut faire l'enregistrement. Déjà, on t'écoute, et voilà. Moi, je suis heureux déjà. Alors, par rapport aux difficultés spécifiques de l'intelligence artificielle et puis surtout les enjeux éthiques associés, tu peux passer la diapo suivante. Le problème majeur dont on parle beaucoup, hein, c'est la question de l'explicabilité. Donc c'est effectivement le fait qu'on aurait des systèmes algorithmiques dont il est possible d'observer des données d'entrée et des données de sortie, mais dont on ne comprend pas bien le fonctionnement interne. Donc c'est la boîte noire finalement. Et la seule justification que nous aurions des outputs, hein, serait statistique.
Or, le problème, c'est qu'effectivement, on considère qu'une justification, enfin, le sens qu'on donne à la notion de justification ou même d'explication, hein, repose en principe sur le déploiement de l'ensemble et de l'enchaînement des arguments et de raisons qui conduisent au résultat. La question, du coup, c'est si on n'a plus vraiment d'explication possible de cette boîte noire, on se retrouve dans une situation où on apprend, où le sujet humain et l'utilisateur de l'IA apprend sans comprendre. En tout cas, ça fait écho en philosophie à une forme de retour de ce que Socrate dénonçait comme étant le sophisme. Hein. Il s'opposait dans l'Antiquité, il y avait une opposition très forte entre ces deux visions du savoir, celle que Socrate proposait hein, et qui est à l'origine de la philosophie. Il était convaincu qu'effectivement, et vous le trouverez ça dans l'apologie de Socrate, hein, il montre bien que le véritable savoir ne se transmet pas, hein, il ne saurait être automatique, parce qu'il ne s'agit pas d'un contenu. Hein. Pour Socrate, le savoir n'est pas seulement un contenu, c'est plutôt une relation d'un sujet à lui-même, une prise de conscience. Donc, finalement, un savoir ne vaut rien s'il est reçu tout fait. Donc, il y a cet enjeu central derrière du rapport qu'on a au savoir et à la connaissance, et ici à la conscience. Quelque part, effectivement, on aurait un retour avec ce type de savoir associé à l'intelligence artificielle, qui serait plutôt un savoir qui ressemble à celui que vendaient les sophistes hein, et auquel Socrate s'opposait. Diapo suivante. De fait, la question donc, de l'explicabilité, hein, c'est effectivement, comme c'est transmis dans ce rapport du CERNA, qu'un algorithme, c'est avant tout comprendre, enfin, le problème de le faire comprendre à ses utilisateurs, faire comprendre ce qu'il fait, avec assez de détails et d'arguments pour emporter leur confiance. Donc l'enjeu, c'est l'enjeu de la confiance, finalement, avant tout. Pour qu'un algorithme soit explicable, ces principes doivent être suffisamment documentés pour être compréhensibles par l'ensemble des usagers avec la médiation éventuelle d'experts. Alors, en science, il y a, et dans la démarche de connaissance, il y a une place importante qui est faite à la confiance, à l'intérieur même d'une communauté épistémique, hein, puisqu'on ne peut pas raisonner et suivre tous les raisonnements. Hein. Donc on s'appuie sur la communauté et sur le résultat d'autres chercheurs. Néanmoins, effectivement, ici, c'est vraiment cette question de la confiance qu'on freine à ces algorithmes plutôt qu'à des raisonnements d'experts. Pour être acceptable, je lis la suite de l'extrait d'un autre rapport INSERM. Pour être acceptable ou légitime, voire pour être écarté car jugées non pertinentes, les décisions de l'algorithme doivent pouvoir être comprises. Donc expliquer. Alors, effectivement, il évoquait le fait que les approches symboliques avaient cet avantage, à la différence des approches numériques, hein, de tracer, il était possible de tracer le cheminement du raisonnement, mais il est bien évoqué, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, il y a bel et bien de la confiance, parce qu'il était bien dans ce cas-là aussi, finalement, comme le nombre de micro-raisonnements effectués par les machines est très important, on ne pouvait pas non plus tous les dérouler ou les expliciter. Du coup, c'est les chercheurs qui travaillent actuellement sur la manière de décrire ces raisonnements en classe explicite. Hein, c'est ce qui permettrait hein, de résoudre en partie ce problème de l'explicabilité pour mettre en avant les décisions les plus importantes. Seule une bonne compréhension des solutions proposées par l'application peut en effet permettre au médecin de discuter avec son patient et de lui exposer les alternatives possibles. Donc on voit ici un autre enjeu, c'est donc il y a celui de la compréhension, de la confiance surtout, et puis l'enjeu de la relation médecin-patient. Donc diapo suivante. Dans effectivement cet enjeu de l'automatisation d'une décision médicale, hein, qui serait une des conséquences de l'introduction d'algorithmes dans la pratique médicale, se pose le problème de la responsabilité. Plusieurs problèmes, hein, donc je ne vais pas être exhaustif non plus, je les évoque rapidement, hein, celui de la responsabilité. En effet, comment répondre de ce qu'on ne comprend pas?
Se posent ici des questions importantes du côté des juristes et des limites du droit ici dans ce contexte. Donc les juristes travaillent beaucoup sur ces sujets. Et puis se pose le problème de l'erreur et de son acceptabilité. Donc on rejoint la question de la confiance évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire que la machine peut aussi faire des erreurs. Il y a aussi des faux positifs, des faux négatifs d'un test. Le problème, c'est est-ce qu'un patient acceptera aussi facilement une erreur d'une machine qu'une erreur d'un médecin? La question ici aussi se pose, et peut-être, mais pas complètement nouvelle, par rapport finalement au système expert d'aide à la décision qu'on utilisait précédemment, et qu'on utilise toujours déjà. Par ailleurs, notre enjeu est celui de cette relation médecin-patient qui serait réduite à sa dimension technique. Alors là, on trouve aussi cet aspect souligné dans un rapport de l'INSERM. Je lis cet extrait. Certains voient dans les applications médicales de l'intelligence artificielle la possibilité de remplacer le médecin, que ce soit pour pallier les déserts médicaux ou bien pour filtrer les patients et les orienter. Mais l'utilisation par le public de ces logiciels, sans supervision médicale, soulève des questions éthiques importantes. Le système réduit la relation au médecin à un acte technique. Il laisse le patient à ses interrogations et à ses angoisses. Donc là, on retrouve un peu, alors peut-être un peu aussi l'aspect fantasmatique des craintes qui sont suscitées par la place que prendraient des algorithmes et la manière dont finalement le patient pourrait être réduit à un profil de données, un agrégat de données, avec du coup moins de prise en compte de sa singularité, de sa personne, et avec tous ces motifs et ces raisons qui sont sans doute pas compilables dans un ensemble de données profilées, enfin dans le cadre d'un profilage. Et puis, il y a un autre risque important, c'est celui que le médecin abdique devant la machine. C'est-à-dire que l'idée que finalement la machine serait mieux que lui, et il serait amené finalement, le médecin pourrait être amené à endosser une décision qui n'est pas la sienne et à préférer finalement s'en remettre à la machine et hésiter à critiquer la machine. Pour éviter cet écueil, il apparaît qu'effectivement, là encore, c'est la question de l'explicabilité qui semble importante et semble pouvoir peut-être atténuer ces difficultés. Diapo suivante. Donc, toujours la commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique d'Alisten, donc le CERNA, avait souligné cette nécessité de concevoir des systèmes donc, qui seraient explicables, c'est-à-dire ici c'est précisé comme transparent, explicité et traçable, et qui effectuent donc des tâches à la fois spécifiées et qui respectent des contraintes explicites. Diapo suivante, donc tout ça c'est pour illustrer ces enjeux éthiques. Et bon, quelques réponses, mais là, mon propos n'est pas centré sur ce problème-là. Je voulais surtout aborder les questions épistémologiques. Mais en tout cas, les réponses qui sont envisagées au problème de l'explicabilité sont plusieurs types. Il y a la question de produire donc, des modèles qui seraient en eux-mêmes plus explicables, mais aussi des interfaces avec des interfaces utilisateurs plus intelligibles, mais aussi encore la question de la compréhension de mécanismes qui seraient à l'œuvre pour produire une explication satisfaisante. Donc ces différentes directions sont prises avec des programmes de recherche dédiés sur ces enjeux de l'explication. Il y a cette idée en fait d'algorithme qui serait responsable par construction, c'est-à-dire qu'on aurait ce souci de faciliter la mesure la transparence et l'explicabilité de ces algorithmes. Pour terminer, diapo suivante, je dirais que on a sans doute, par rapport à cette question initiale, donc a-t-on à faire une révolution épistémologique, un changement de paradigme, on peut dire qu'il y a un apport heuristique réel de l'intelligence artificielle et en particulier de l'apprentissage automatique dans sa forme qui s'appuie sur les réseaux de neurones, apprentissage profond.
dans le contexte donc du recours aux données massives. De fait, ce traitement de données empiriques est une source de découverte. Néanmoins, nous l'avons vu, c'est pas d'une manière radicalement différente. C'est pas une manière radicalement différente de découvrir ou de chercher et même de poser les problèmes. Distinguer de manière radicale une science orientée par la théorie et une science orientée par les données est un mythe. Et cela permet donc de rappeler quelques bases d'épistémologie finalement. Et si finalement aussi l'intelligence artificielle et l'automatisation facilitent et faciliteront certaines décisions, le jugement humain continue de déterminer les choix des techniques d'analyse et d'objectifs. Et on a vu combien ils étaient importants. Le risque finalement, les risques réels qui sont finalement associés à l'intelligence artificielle sont assez loin des fantasmes et de la science-fiction. Le problème, il n'est pas tant finalement une prise de pouvoir de la machine que une reconduction de préjugés, de discrimination, mais aussi de l'augmentation des inégalités en santé. Voilà, je termine là-dessus. Je vais m'arrêter. Je vous remercie en tout cas. Et je remercie Pierre pour cette invitation à ce séminaire. Merci beaucoup, Élodie. Et encore une fois, désolé pour ces couacs techniques. Je crois que malgré tout, c'était hyper intéressant. Je peux te poser une ou deux questions ou... Oui, bien sûr. Je me demandais, toi qui es dans une fac où il y a beaucoup de droit, est-ce que les juristes ou les gens qui travaillent là-dessus se posent des questions similaires sur l'IA dans le droit, ou est-ce qu'il y a des particularités tu vois, les gens qui font le même métier que toi, mais plutôt côté droit, est-ce qu'ils ont les mêmes genres de critiques de l'IA, les mêmes genres de regard que ce que tu viens de nous montrer un petit peu sur, en gros, rien de très neuf, mais une réactualisation d'un vieux débat, quoi? J'ai l'impression qu'ils sont assez partagés, les juristes, par rapport à cette question. J'ai le sentiment que, de toute façon, c'est quand même très différent le droit. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes, j'ai pas le sentiment que les problèmes soient radicalement nouveaux à leurs yeux. Néanmoins, ils sont amenés quand même à des réflexions qui doivent mettre à jour des dispositifs juridiques, et la question de la responsabilité en particulier est présente, même si je pense qu'elle n'est pas radicalement nouvelle. Mais oui, ce serait une bonne question. Ça serait une bonne question à leur poser. Et donc, sinon, j'ai une autre question plus technique sur. Il y a un moment où tu as dit que la quantité de données ne supprimait pas le problème de la représentativité. Mais je n'ai pas très bien compris ce propos, dans le sens où je me dis que si on a vraiment une quantité importante de données de chats et de chiens, par exemple, d'images de chats et de chiens sur Google, on finit par être quand même représentatif de l'intégralité des types de chats et de chiens qui existent, non? Oui, si on est exhaustif, mais est-ce qu'on peut être un jour exhaustif? Non, mais on tangente en tout cas l'exhaustivité quand même, par exemple pour les chats et les chiens, non? Ou... Alors oui, ça c'est vrai qu'il y a cette question qui est à l'origine de vraiment cette idée que la quantité va tout résoudre. Mais je pense qu'il y a quand même une illusion de penser que la quantité... les situations sont quand même rares. Effectivement, on a cet espoir, je pense, pour le séquençage du génome, mais on ne va jamais séquencer toutes les tumeurs. Donc, de toute façon, même pour les chats et les chiens, on ne sera jamais exhaustif. Ça paraît, et est-ce que vouloir l'être pour moi, c'est vraiment la question de l'écart avec l'exhaustivité qui est trop négligée, quoi. D'accord, ok. Ok. Moi, en t'écoutant, je pensais aussi à, tu sais, l'histoire de Borges avec la carte à l'échelle 1, la carte de l'Empire, une histoire de géographes qui essayent de faire une carte parfaite et ils finissent par faire une carte à l'échelle 1.
Oui, c'est qui ça. recouvre intégralement le pays et finalement qui nous apprend rien et qu'on abandonne. Ouais, c'est ça, voilà. Oui, si on est exhaustif, ça risque de tout à fait de nous amener à ça. Donc c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est finalement un objectif désirable? C'est vraiment la question qui se pose aussi pour la médecine de précision. Est-ce que c'est vraiment désirable et souhaitable d'être le plus précis possible, sachant qu'il y a toujours finalement un équilibre, une balance entre en science, la recherche de précision et la question de la validité et de la généralisabilité. Généralisabilité. Et il y a un dernier point que j'ai trouvé intéressant, et ça rejoignait un peu ce qu'avait dit Océane Fian, que tu connais, qui avait fait une conférence dans le cadre de ces séminaires du mardi, là, sur l'importance de l'implication des médecins et des futurs utilisateurs dans le développement de l'IA pour que celle-ci soit acceptable, utilisée correctement, justifiable. C'est vrai que je pense qu'il faut que nous-mêmes, on développe ces outils pour qu'après, on puisse comprendre comment ils marchent, quels sont leurs biais, et qu'on puisse arriver à les utiliser sans être complètement dépendant de la machine et en gardant une certaine autonomie dans notre métier, quoi. Oui, ce sur quoi insiste beaucoup Océane dans son travail de thèse, c'est vraiment cette question de l'usage, en fait. On peut beaucoup gloser sur les promesses et sur les perspectives, mais l'objectif, c'est quand même l'usage de ces algorithmes, et cet usage, il s'inscrit dans un rapport humain de pratique, avec toute cette question de la confiance aussi. Et on voit bien les systèmes experts, il y a certains systèmes experts qui n'ont pas du tout été utilisés et qui sont passés aux oubliettes, parce qu'il n'y avait sans doute pas eu ce travail d'appropriation par les médecins, par les patients. Et effectivement, ça met en avant cette importance de comment l'outil, la machine, est approprié dans les pratiques. Oui, ok. Eh ben, écoute, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Élodie. Je te présente encore au nom de l'institution toutes nos excuses pour les difficultés techniques, et puis aussi pour les gens qui ont du coup pas réussi à se connecter. Mais ça sera sur la chaîne YouTube des HCL, donc je ne doute pas qu'il y aura des vues de cette super conférence. Merci, Élodie, et puis donc à bientôt. À bientôt, merci Pierre. Merci.